Un, deux, bon. Bertrand Lefebvre pour la revue Prisma. Nous sommes le 11 juin 2021. Je reçois le professeur qui travaille actuellement avec son équipe sur un projet susceptible de révolutionner le domaine de la neuroscience. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Lefebvre. Une première question, professeur, si vous le permettez. Vous avez publié il y a quelques mois un premier rapport sur vos recherches. C'est exact. De toute évidence, ce rapport montre bien à quel point votre projet est ambitieux. J'aimerais revenir dessus car vous y faites état d'un casque neuroinhibiteur qui plongerait son porteur dans un état de mort simulée. Pourriez-vous nous expliquer son fonctionnement? Bien sûr. Vous avez en partie raison. Il s'agit en fait d'un ensemble de capteurs digitaux placés sur le crâne qui se connectent au système limbique du cerveau et traduisent des signaux émis par le cortex préfrontal pour le transmettre à une console. Pour notre travail, nous avons fait de nombreuses études sur les EMI, les expériences de mort imminente. La plupart des témoins ayant vécu ce genre d'expérience relatent tous approximativement la même chose. Si l'on part du postulat qu'il s'agit bien d'un phénomène neurologique, nous pourrons donc potentiellement l'exploiter grâce à l'appareil. Professeur, quelle réponse comptez-vous tirer de ce genre d'expérience dans le cadre de vos recherches? Les conclusions à tirer de ce genre d'expérience sont davantage humaines que scientifiques. Outre le champ des possibilités que cela peut ouvrir en neurosciences sur la compréhension du fonctionnement cérébral, cela apporterait également des réponses à certaines questions métaphysiques. Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette frontière, entre notre monde et l'au-delà? Qu'advient-il de l'esprit au moment de la mort? Est-ce qu'il s'éteint avec le corps, ou s'échappe-t-il vers un endroit dont nous ignorons tout? Un lieu entre la mémoire et le néant? Donc si je vous suis bien, ce dispositif permettrait donc de reproduire une EMI. C'est plus complexe que ça. Voyez-vous, l'appareil nous permet de stimuler les différentes aires du cerveau afin de lui donner l'illusion, si vous voulez, qu'il est sur le point de mourir. Ce qui nous intéresse, c'est l'activité du cerveau au moment précis où celui-ci bascule et est comme transporté l'espace d'un instant. Oui, j'en profite également pour le rappeler à ceux qui nous écoutent. Donc votre appareil est baptisé le Charon. Je suppose qu'il s'agit là d'une référence aux passeurs dans la mythologie grecque. Tout à fait, oui. Et donc il ne s'agit pas simplement d'un casque, mais également de lunettes reliées à votre dispositif. Exactement. Nous nous sommes basés sur la technologie de la réalité virtuelle afin de concevoir des lunettes spéciales accompagnant le casque. Oui, à quoi servent-elles au juste? Eh bien, elles stimulent l'hypothalamus par le biais du nerf optique, en projetant des séquences photoépileptiques que nous avons programmées. Lors de son transport, le sujet recrée entièrement son environnement psychologique, et l'activité du cerveau nous est retranscrite sous la forme d'un cryptogramme vers la console principale. Nous n'avons pas encore trouvé de moyen de reproduire exactement l'expérience visuelle du sujet, mais nous avons développé un séquenceur audio-synaptique capable de recréer une synthèse des sons perçus par le sujet au moment de son voyage. Et êtes-vous seulement certain que ce voyage sera semblable à celui décrit dans les témoignages que vous avez étudiés? Chaque voyage sera certainement unique. On peut supposer que le passage vers l'au-delà sera perçu différemment d'un individu à l'autre. C'est un point clé de nos recherches. Ici, la mémoire et l'imagination du sujet donnent libre cours à ce qu'il va voir. Cela ne dépend pas d'un simple programme que l'on aurait pu implanter avec l'appareil. Donc le sujet peut créer, mettons, il peut inventer des formes, des couleurs? Oh, bien plus encore. Il peut même recréer des situations, reconstituer des souvenirs. Il ouvre l'accès au plein potentiel de sa conscience pour se transporter de l'autre côté, en quelque sorte. Excusez-moi, vous avez évoqué la stimulation photoépileptique, qui, on le sait, est souvent controversée dans le milieu de la neuropsychiatrie. N'est-ce pas dangereux de stimuler le sujet avec une telle méthode? Évidemment. N'oublions pas que nous avons affaire à un sujet humain. Je vois. Pardonnez-moi l'expression, professeur, mais tout cela est-il bien raisonnable? À vous écouter, on se croirait en pleine science-fiction. Je comprends tout à fait votre réaction, messieurs. Mais songez que la plupart des grandes avancées sont nées sur la base de scénarios relevant de la fiction. Mesdames et messieurs, nous allons commencer, s'il vous plaît. Veuillez vous rendre à votre poste. Tout va bien, David? Oui, enfin, je sais plus trop. Je suis un peu nerveux. Allons, c'est normal quand on s'apprête à mourir pour la première fois. C'était censé me rassurer, ça? Début de la phase 1. Préparation du sujet au sommeil létal.
Écoute, on en a déjà discuté. Tu es prêt maintenant. Alors détends-toi et laisse faire l'appareil. Docteur, je ne suis pas sûr que... Docteur, nous allons bientôt passer à la phase 2, vous ne devriez pas rester là. Oui, j'arrive. Docteur! Ne t'en fais pas, David, je ne serai pas loin. Début de la phase 2. Injection des antiépileptiques. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? L'aiguille est en place, tu peux commencer l'injection. Se détendre. Respirer. Augmente le benzodiazépine à 5,20 ml. 5,20 millilitres, c'est bon. Je vois plus le docteur. Il a dit qu'il serait pas loin. Début de la phase 3. Synchronisation du charron et passage au stade léthargique. Démarrer la séquence photoépileptique. Ça me pique les yeux. Accélération anormale du rythme cardiaque. Augmente le benzodiazépine à 5,65 ml. Il va faire un AVC. Qu'est-ce qui se passe? David, est-ce que tu m'entends? David? Mais ne restez pas là, débranchez l'appareil! Mais on ne peut pas. Si on interrompt la séquence maintenant, il risque de subir des séquelles neurologiques irréversibles. David! Mon Dieu, David, réponds-moi! David! David! Où suis-je? Y a quelqu'un? Docteur? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Félicitations, c'est un magnifique petit garçon. Mais ça peut pas être... C'est impossible. Comment allez-vous l'appeler? Il s'appellera David. Quel magnifique prénom tu as. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bizarre. Pour une peau instantanément transformée, la crème de beauté numéro 110 est du produit. Ces restes de cachalot se sont échoués depuis 25 minutes seulement, et déjà, le requin grisé est sur les lieux. Ah, parfait, c'est l'épisode que je préfère en plus. Maman, viens vite, ça va commencer. J'habite ici, je crois. J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui m'arrive? Dépêche-toi, tu vas être en retard à ton examen. C'est étrange. Pourquoi est-ce que je vois tout ça? J'ai si froid. Oh, mais c'était le jour. Madame, je regrette de devoir vous annoncer que votre mari est décédé de son cancer. Donnez-vous du temps pour l'assimiler, mais
nous restons à vos côtés dans cette épreuve difficile. Frères humains qui après nous vivez, ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Non. Non. Oh non, oh non, papa, je suis tellement désolé. J'en peux plus, je me sens si lourd. Je vois plus rien. Il y a trop de lumière. Qu'est-ce que c'est? Je comprends, mon grand, c'est difficile de passer à la maison avec ton travail, mais... Si tu venais samedi après-midi, par exemple, pour le café? Non? Non, pas de souci. Je comprends. D'accord, oui, je t'embrasse aussi, mon grand. À bientôt. Non, maman. Comment j'ai pu faire ça? Non, je voulais pas, je ne sais pas. Non, c'est trop. C'est pas ma faute. Non. Ça suffit, c'est pas moi, ça. C'est un morceau. Faut pas, pitié, arrêtez ça, stop. Je veux que ça s'arrête. David, est-ce que tu m'entends? Oh, je t'en supplie, David, dis-moi que tu m'entends. David, réponds-moi par pitié, David. Je suis perdu. Il n'y a plus rien que le silence et l'horizon qui s'étend à perte de vue. On m'avait envoyé ici pour trouver des réponses. Moi, j'étais venu car j'avais un rêve. En faisant le pas ultime de l'autre côté de cette frontière entre notre monde et l'au-delà, je caressais l'espoir de retrouver quelque chose, comme une présence qui m'avait glissé entre les doigts tout au long de mon existence. Je pensais qu'ici, enfin, je pourrais la saisir. Je m'étais trompé. J'ai poursuivi une ombre sans jamais l'atteindre. Et maintenant, je suis seul dans le néant, avec pour dernier souvenir le sentiment d'une vie que je n'ai pas vécue. Je n'ai plus de nom, plus de forme. Je n'existe plus. Je suis perdu.